lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Je remarquai que pendant que tous les témoins s'accordaient à considérer la grosse voix comme étant celle d'un Français, il y avait un grand désaccord relativement à la voix aiguë, ou comme l'avait défini un seul individu, à la voix âpre. Cela constitue l'évidence, dit Dupin, mais non la particularité de l'évidence. Vous n'avez rien observé de distinctif. Cependant, il y avait quelque chose à observer. Les témoins, remarquez-le bien, sont d'accord sur la grosse voix. Là-dessus, il y a unanimité. Mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité. Elle ne consiste pas dans leur désaccord, mais en ceci que quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais essaie de la décrire, chacun en parle comme d'une voix d'étranger. Chacun est sûr que ce n'était pas la voix d'un de ses compatriotes. Chacun la compare non pas à la voix d'un individu dont la langue lui serait familière, mais justement au contraire. Le Français présume que c'était une voix d'Espagnol, et il aurait pu distinguer quelques mots s'il était familiarisé avec l'espagnol. Le Hollandais affirme que c'était la voix d'un Français, mais il est établi que le témoin, ne sachant pas le français, a été interrogé par le canal d'un interprète. L'Anglais pense que c'était la voix d'un Allemand, et il n'entend pas l'allemand. L'Espagnol est positivement sûr que c'était la voix d'un Anglais, mais il en juge uniquement par l'intonation car il n'a aucune connaissance de l'anglais. L'Italien croit à une voix de Russe, mais il n'a jamais causé avec une personne native de Russie. Un autre Français, cependant, diffère du premier, et il est certain que c'était une voix d'Italien. Mais n'ayant pas la connaissance de cette langue, il fait comme l'Espagnol. Il tire sa certitude de l'intonation. Or, cette voix était donc bien insolite et bien étrange, qu'on ne put obtenir à son égard que de pareils témoignages. Une voix dont les intonations de laquelle des citoyens des 5 grandes parties de l'Europe n'ont rien pu reconnaître qui leur fût familier. Vous me direz que c'était peut-être la voix d'un Asiatique ou d'un Africain. Les Africains et les Asiatiques n'abondent pas à Paris. Mais sans nier la possibilité du cas, j'appellerai simplement votre attention sur 3 points. Un témoin dépeint la voix ainsi, plutôt âpre qu'aiguë. 2 autres en parlent comme d'une voix brève et saccadée. Ces témoins n'ont distingué aucune parole, aucun son ressemblant à des paroles. Je ne sais pas, continua Dupin, quelle impression j'ai pu faire sur votre entendement, mais je n'hésite pas à affirmer qu'on peut tirer des déductions légitimes de cette partie même des dépositions. La partie relative aux 2 voix, la grosse voix et la voix aiguë, très suffisante en elle-même pour créer un soupçon qui indiquerait la route dans toute investigation ultérieure du mystère. J'ai dit déduction légitime, mais cette expression ne rend pas complètement ma pensée. Je voulais faire entendre que ces déductions sont les seules convenables et que ce soupçon en surgit inévitablement comme le seul résultat possible. Cependant, de quelle nature est ce soupçon ? Je ne vous le dirai pas immédiatement. Je désire simplement vous démontrer que ce soupçon était plus que suffisant pour donner un caractère décidé, une tendance positive à l'enquête que je voulais faire dans la chambre. Maintenant, transportons-nous en imagination dans cette chambre. Quel sera le premier objet de notre recherche ? Les moyens d'évasion employés par les meurtriers. Nous pouvons affirmer, n'est-ce pas, que nous ne croyons ni l'un ni l'autre aux événements surnaturels. Mesdames l'Espanais n'ont pas été assassinés par les esprits. Les auteurs du meurtre étaient des êtres matériels, et ils ont fui matériellement. Or, comment ? Heureusement, il n'y a qu'une manière de raisonner sur ce point, et cette manière nous conduira à une conclusion positive. Examinons donc un à un les moyens possibles d'évasion.
Il est clair que les assassins étaient dans la chambre où l'on a trouvé mademoiselle L'Espanay, ou du moins dans la chambre adjacente quand la foule a monté l'escalier. Ce n'est donc que dans ces deux chambres que nous avons à chercher des issues. La police a levé les parquets, ouvert les plafonds, sondé la maçonnerie des murs. Aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité. Mais je ne me suis pas fié à ses yeux et j'ai examiné avec les miens. Il n'y a réellement pas d'issue secrète. Les deux portes qui conduisent des chambres dans le corridor étaient solidement fermées et les clés en dedans. Voyons les cheminées. Celles-ci, qui sont d'une largeur ordinaire jusqu'à une distance de 8 ou 10 pieds au-dessus du foyer, ne livreraient pas au-delà un passage suffisant à un gros chat. L'impossibilité de la fuite, du moins par les voies ci-dessus indiquées, étant donc absolument établie, nous en sommes réduits aux fenêtres. Personne n'a pu fuir par celle de la chambre du devant sans être vu par la foule du dehors. Il a donc fallu que les meurtriers s'échappassent par celle de la chambre de derrière. Maintenant, amenés comme nous le sommes à cette conclusion par des déductions aussi irréfragables, nous n'avons pas le droit, en tant que raisonneurs, de la rejeter en raison de son apparente impossibilité. Il ne nous reste donc qu'à démontrer que cette impossibilité apparente n'existe pas en réalité. Il y a deux fenêtres dans la chambre. L'une des deux n'est pas obstruée par l'ameublement et est restée entièrement visible. La partie inférieure de l'autre est cachée par le chevet du lit qui est fort massif et qui est poussé tout contre. On a constaté que la première était solidement assujettie en dedans. Elle a résisté aux efforts les plus violents de ceux qui ont essayé de la lever. On avait percé dans son châssis, à gauche, un grand trou avec une vrille. Et on y trouva un gros clou enfoncé presque jusqu'à la tête. En examinant l'autre fenêtre, on y a trouvé fiché un clou semblable. Et un vigoureux effort pour lever le châssis n'a pas eu plus de succès que de l'autre côté. La police était dès lors pleinement convaincue qu'aucune fuite n'avait pu s'effectuer par ce chemin. Il fut donc considéré comme superflu de retirer les clous et d'ouvrir les fenêtres. Mon examen fut un peu plus minutieux, et cela par la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. C'était le cas, je le savais, où il fallait démontrer que l'impossibilité n'était qu'apparente. Je continuais à raisonner ainsi, a posteriori. Les meurtriers s'étaient évadés par l'une de ces fenêtres. Cela étant, ils ne pouvaient pas avoir réassujetti les châssis en dedans comme on les a trouvés. Considération qui, par son évidence, a borné les recherches de la police dans ce sens-là. Cependant, ces châssis étaient bien fermés. Il faut donc qu'ils puissent se fermer d'eux-mêmes. Il n'y avait pas moyen d'échapper à cette conclusion. J'allais droit à la fenêtre non bouchée, je retirai le clou avec quelques difficultés et j'essayai de lever le châssis. Il a résisté à tous mes efforts comme je m'y attendais. Il y avait donc, j'en étais sûr maintenant, un ressort caché. Et ce fait corroborant mon idée, me convainquit au moins de la justesse de mes prémices, quelque mystérieuses que m'apparussent toujours les circonstances relatives au clou. Un examen minutieux me fit bientôt découvrir le ressort secret. Je le poussai, et satisfait de ma découverte, je m'abstins de lever le châssis. Je remis alors le clou en place et l'examinai attentivement. Une personne passant par la fenêtre pouvait l'avoir refermé, et le ressort aurait fait son office. Mais le clou n'aurait pas été replacé. Cette conclusion était nette et rétrécissait encore le champ de mes investigations. Il fallait que les assassins se fussent enfuis par l'autre fenêtre. En supposant donc que les ressorts des deux croisées fussent semblables, comme il était probable, il fallait cependant trouver une différence dans les clous, ou au moins dans la manière dont ils avaient été fixés. Je montais sur le fond de sangle du lit et je regardais minutieusement l'autre fenêtre par-dessus le chevet du lit. Je passai ma main derrière, je découvris aisément le ressort et je le fis jouer. Il était, comme je l'avais deviné, identique au premier. Alors, j'examinai le clou. Il était aussi gros que l'autre et fixé de la même manière, enfoncé presque jusqu'à la tête.
Vous direz que j'étais embarrassé. Mais si vous avez une pareille pensée, c'est que vous vous êtes mépris sur la nature de mes inductions. Pour me servir d'un terme de jeu, je n'avais pas commis une seule faute. Je n'avais pas perdu la piste un seul instant. Il n'y avait pas une lacune d'un anneau à la chaîne. J'avais suivi le secret jusque dans sa dernière phase, et cette phase, c'était le clou. Il ressemblait, dis-je, sous tous les rapports, à son voisin de l'autre fenêtre. Mais ce fait, quelque concluant qu'il fût en apparence, devenait absolument nul en face de cette considération dominante, à savoir que là, à ce clou, finissait le fil conducteur. Il faut, me dis-je, qu'il y ait dans ce clou quelque chose de défectueux. Je le touchais, et la tête, avec un petit morceau de la tige, un quart de pouce environ, me resta dans les doigts. Le reste de la tige était dans le trou où elle s'était cassée. Cette fracture était fort ancienne, car les bords étaient incrustés de rouille, et elle avait été opérée par un coup de marteau qui avait enfoncé en partie la tête du clou dans le fond du châssis. Je rajustai soigneusement la tête avec le morceau qui la continuait, et le tout figura un clou intact. La fissure était inappréciable. Je pressai le ressort, je levai doucement la croisée de quelques pouces. La tête du clou vint avec elle, sans bouger de son trou. Je refermai la croisée, et le clou offrit de nouveau le semblant d'un clou complet. Jusqu'ici, l'énigme était débrouillée. L'assassin avait fui par la fenêtre qui touchait au lit. Qu'elle fût retombée d'elle-même après la fuite ou qu'elle eût été fermée par une main humaine, elle était retenue par le ressort, et la police avait attribué cette résistance au clou. Aussi, toute enquête ultérieure avait été jugée superflue. La question maintenant était celle du mode de descente. Sur ce point, j'avais satisfait mon esprit dans notre promenade autour du bâtiment. À 5 pieds et demi environ de la fenêtre en question, court une chaîne de paratonnerres. De cette chaîne, il eût été impossible à n'importe qui d'atteindre la fenêtre, à plus forte raison d'entrer. Toutefois, j'ai remarqué que les volets du 4e étage étaient du genre particulier que les menuisiers parisiens appellent ferrades, genre de volet fort peu usité aujourd'hui, mais qu'on rencontre fréquemment dans de vieilles maisons de Lyon et de Bordeaux. Ils sont faits comme une porte ordinaire, porte simple et non pas à double battant, à l'exception que la partie inférieure est façonnée à jour et treillissée, ce qui donne aux mains une excellente prise. Dans le cas en question, ces volets sont larges de 3 bons pieds et demi. Quand nous les avons examinés du derrière de la maison, ils étaient tous les deux ouverts à moitié, c'est-à-dire qu'ils faisaient angle droit avec le mur. Il est présumable que la police a examiné comme moi les derrières du bâtiment. Mais en regardant ces ferrades dans le sens de leur largeur, comme elle les a vues inévitablement, elle n'a sans doute pas pris garde à cette largeur même, ou du moins, elle n'y a pas attaché l'importance nécessaire. En somme, les agents, quand il a été démontré pour eux que la fuite n'avait pas pu s'effectuer de ce côté, ne leur ont appliqué qu'un examen succinct. Toutefois, il était évident pour moi que le volet appartenant à la fenêtre située au chevet du lit, si on le supposait rabattu contre le mur, se trouverait à 2 pieds de la chaîne du paratonnerre. Il était clair aussi que par l'effort d'une énergie et d'un courage insolites, on pouvait, à l'aide de la chaîne, avoir opéré une invasion par la fenêtre. Arrivé à cette distance de 2 pieds et demi, je suppose maintenant le volet complètement ouvert, un voleur aurait pu trouver dans le treillage une prise solide. Il aurait pu dès lors, en lâchant la chaîne, en assurant bien ses pieds contre le mur et en s'élançant vivement, tomber dans la chambre et attirer violemment le volet avec lui de manière à le fermer, en supposant toutefois la fenêtre ouverte en ce moment-là. Remarquez bien, je vous prie, que j'ai parlé d'une énergie très peu commune, nécessaire pour réussir dans une entreprise aussi difficile, aussi hasardeuse. Mon but est de vous prouver d'abord que la chose a pu se faire, en second lieu et principalement d'attirer votre attention sur le caractère très extraordinaire, presque surnaturel, de l'agilité nécessaire pour l'accomplir.
Vous direz sans doute, en vous servant de la langue judiciaire, que pour donner ma preuve a fortiori, je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation. C'est peut-être la pratique des tribunaux, mais cela ne rentre pas dans les us de la raison. Mon objet final, c'est la vérité. Mon but actuel, c'est de vous induire à rapprocher cette énergie tout à fait insolite de cette voix si particulière, de cette voix aiguë ou âpre, de cette voix saccadée, dont la nationalité n'a pu être constatée par l'accord de 2 témoins et dans laquelle personne n'a saisi de mots articulés, de syllabisation. À ces mots, une conception vague et embryonnaire de la pensée de Dupin passa dans mon esprit. Il me semblait être sur la limite de la compréhension, sans pouvoir comprendre, comme les gens qui sont quelquefois sur le bord du souvenir et qui cependant ne parviennent pas à se rappeler. Mon ami continua son argumentation. « Vous voyez, dit-il, que j'ai transporté la question du mode de sortie au mode d'entrée. Il était dans mon plan de démontrer qu'elles se sont effectuées de la même manière et sur le même point. Retournons maintenant dans l'intérieur de la chambre. Examinons toutes les particularités. Les tiroirs de la commode, dit-on, ont été mis au pillage, et cependant on y a trouvé plusieurs articles de toilette intacts. Cette conclusion est absurde. C'est une simple conjecture passablement niaise, et rien de plus. Comment pouvons-nous savoir que les articles trouvés dans les tiroirs ne représentent pas tout ce que les tiroirs contenaient ? Madame L'Espanais et sa fille menaient une vie excessivement retirée, ne voyaient pas le monde, sortaient rarement, avaient donc peu d'occasion de changer de toilette. Ceux qu'on a trouvés étaient au moins d'aussi bonne qualité qu'aucun de ceux que possédaient vraisemblablement ces dames. Et si un voleur en avait pris quelques-uns, pourquoi n'aurait-il pas pris les meilleurs ? Pourquoi ne les aurait-il pas tous pris ? Bref, pourquoi aurait-il abandonné les 4000 francs en or pour s'empêtrer d'un paquet de linge ? L'or a été abandonné. La presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot a été trouvée sur le parquet, dans les sacs. Je tiens donc à écarter de votre pensée l'idée saugrenue d'un intérêt, idée engendrée dans le cerveau de la police par les dépositions qui parlent d'argent délivré à la porte même de la maison. Des coïncidences 10 fois plus remarquables que celle-ci, la livraison de l'argent et le meurtre commis 3 jours après sur le propriétaire, se présentent dans chaque heure de notre vie sans attirer notre attention, même une minute. En général, les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement dans la route de ces pauvres penseurs mal éduqués qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités, théorie à laquelle le savoir humain doit ses plus glorieuses conquêtes et ses plus belles découvertes. Dans le cas présent, si l'or avait disparu, le fait qu'il avait été délivré 3 jours auparavant créerait quelque chose de plus qu'une coïncidence. Cela corroborerait l'idée d'intérêt, mais dans les circonstances réelles où nous sommes placés, si nous supposons que l'or a été le mobile de l'attaque, il nous faut supposer ce criminel assez indécis et assez idiot pour oublier à la fois son or et le mobile qui l'a fait agir. Mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention. Cette voix particulière, cette agilité sans pareille, et cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée, la tête en bas. Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes. Dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée, vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre, quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines, même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes. Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture, et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer. Portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse. Dans le foyer, on a trouvé des mèches de cheveux,
des mèches très épaisses de cheveux gris. Ils ont été arrachés avec leurs racines. Vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête 20 ou 30 cheveux à la fois. Vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi. À leurs racines, grumelés, affreux spectacle, adhéraient des fragments de cuir chevelu, preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être 500 000 cheveux d'un seul coup. Non seulement le cou de la vieille dame était coupé, mais la tête absolument séparée du corps. L'instrument était un simple rasoir. Je vous prie de remarquer cette férocité bestiale. Je ne parle pas des meurtrissures du corps de Madame L'Espanay. Monsieur Dumas et son honorable confrère, Monsieur Étienne, ont affirmé qu'elles avaient été produites par un instrument contondant. Et en cela, ces messieurs furent tout à fait dans le vrai. L'instrument contondant a été évidemment le pavé de la cour, sur lequel la victime est tombée de la fenêtre qui donne sur le lit. Cette idée, quelque simple qu'elle apparaisse maintenant, a échappé à la police par la même raison qu'il l'a empêché de remarquer la largeur des volets. Parce que, grâce à la circonstance des clous, sa perception était hermétiquement bouchée à l'idée que les fenêtres eussent jamais pu être ouvertes. Si maintenant, subsidiairement, vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre, nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'horrible absolument étrangère à l'humanité, et d'une voix dont l'accent est inconnu à l'oreille d'hommes de plusieurs nations, d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible. Or, pour vous, qu'en ressort-il ? Quelle impression ai-je faite sur votre imagination ? À suivre. À suivre.